Le président de la République va arriver place de la Bastille devant le bataillon d'honneur de la garde républicaine dans un instant. Le président va descendre de voiture. Les troupes présentent naturellement les armes. C'est la sonnerie au champ. Le président va se porter devant le drapeau. L'hymne. La batterie musique joue la marche consulaire à Marengo. Le président de la République est suivi du Premier ministre, du ministre des Armées, du général d'armée aérienne Morin, chef d'état-major des armées, et du général de corps d'armée Clavé, gouverneur militaire de Paris. Il se dirige vers la tribune. On vient d'exécuter la Marseillaise. Je vous rappelle qu'elle est née à Strasbourg dans l'enthousiasme révolutionnaire. Elle a sa légende. Rouget de Lille, violoniste amateur, l'aurait improvisé chez le maire de la ville avec un tel succès que l'imprimerie d'Umbach éditait aussitôt ce qui n'était encore qu'un chant de guerre pour l'armée du Rhin, dont l'auteur était un officier. Le président dépose un bouquet de roses. Il m'a semblé qu'il y en avait 6 douzaines devant la colonne de Juillet. Le chant du départ de Méhul, l'un des chants révolutionnaires les plus évocateurs de cette époque et qui a été, vous vous en souvenez, le thème de la campagne pour l'élection présidentielle de M. Giscard d'Estaing. C'est un chant tellement révolutionnaire que Napoléon l'interdit en 1804. Quant à la colonne de Juillet, eh bien, ma foi, elle a été élevée à la mémoire de ceux qui tombèrent au cours des journées révolutionnaires de 1830. Le président serre la main au nonce apostolique, puis au ministre des Finances du Sénégal, au vice-président du Conseil des ministres islandais, au prince héritier du Tonga et à M. Lopez, président élu de Colombie. Puis il est mené, passant devant les membres du gouvernement, il est mené par M. Anglès, devant les autres personnalités. Vous avez vu qu'il a serré la main de M. Edgar Faure, du président Poher, et maintenant des deux maréchals, la maréchale Leclerc de Hautecloque et la maréchale de Lattre de Tassigny. Au premier rang du gouvernement, un peu à la droite de notre écran, venant donc d'en sortir, on la revoit, Mme Simone Veil, ministre de la Santé. Derrière le président de la République, M. Fourcade, M. Hamelin, M. Bonnet, ministre des Finances, ministre de la Coopération, ministre de l'Agriculture, et tous les membres du gouvernement.
touchant au faubourg Saint-Antoine, la place semble vouée aux émeutes. En juillet 1830, les barricades s'y dressent. En 1840, à l'Avoine, Édu qui élève en mémoire des victimes des journées de juillet cette colonne de bronze surmontée du génie de la liberté où sont gravés leurs noms, tandis que leurs corps sont ensevelis dans le soubassement, et les corps des victimes de février 1848 y seront également transportés un peu plus tard. On me signale pendant quelques secondes le premier passage d'avion, la patrouille acrobatique de France. Le président ici est pris par les caméras de Gérard Herzog de manière à être entre le président de l'Assemblée nationale à gauche et le président du Sénat à droite, et derrière, ou presque juste derrière M. Poher, M. Poniatowski, ministre d'État, derrière l'épaule droite du président de la République, M. Le Canuet, garde des Sceaux, derrière M. Le Canuet, M. Tomasini, et derrière l'épaule gauche du président de la République, M. le Premier ministre. Nous allons donc voir les 9 Fougas magistères. Du Morane 230 au Fougas magistère, la PAF, la patrouille acrobatique de France. Cette unité a été équipée successivement de Vampire, F-84G, d'Ouragan, de Mystère 4A. Elle évolue dans tous les ciels d'Europe et d'Afrique en tant qu'ambassadeur de France auprès des pays visités et représentant officiel de l'armée de l'air. Les biréacteurs d'entraînement, les Fougas magistères que nous devrions voir maintenant dans quelques secondes, car je pense que l'horaire est respecté à 10 secondes près, eh bien ils atteignent la vitesse de 780 km à l'heure et leur maniabilité est particulièrement remarquable. Comme ils ont quelques minutes de retard, 1 minute jusqu'à présent, le président de la République en profite pour serrer les mains d'un certain nombre d'autres personnalités gouvernementales. J'ai reconnu le ministre de l'Éducation nationale. Le ministre des Affaires étrangères est juste derrière M. Chirac. Voici les Fougas magistères. Traçant leur sillon bleu, blanc, rouge dans le ciel. Et cela fait maintenant une fumée qui est poussée vers l'est par le vent venu d'ouest. Elle est poussée vers l'est et ce n'est plus du bleu, blanc, rouge, c'est maintenant une teinte grise, tandis que derrière, si vous le voulez, ce bleu, blanc, rouge qui vient de passer, le génie de la liberté domine la place de la Bastille, la situation et les idées. Une deuxième vague est prévue à 9h40. Ce sera une formation double chevron de Mirage 4, bombardier supersonique AL Delta équipé de biréacteurs. Et le défilé maintenant commence. La garde républicaine de Paris, descendante du Guet Royal, remontant donc au XVe siècle, organisée par Saint-Louis. Elle fut garde parisienne sous la Restauration, garde républicaine parisienne en 48, puis garde de Paris sous le Deuxième Empire, garde républicaine avec la Troisième République, et c'est à la Libération qu'elle prit le nom de garde républicaine de Paris. La fanfare est composée de 40 trompettes, et nous avons derrière 3 escadrons de la garde, 3 escadrons à 72 sabres. Avec un étendard qui porte les noms, entre autres, de la bataille de Danzig de 1807, de Friedland et Indochine 45-54. Il remonte maintenant par le boulevard Beaumarchais, le boulevard des Filles du Calvaire et le boulevard du Temple vers la place de la République sur fond de Panthéon. Aussitôt derrière, l'école polytechnique. L'école qui prépare une élite scientifique à assumer son rôle de cadre dans tous les domaines de l'activité nationale. Elle fut fondée en 1794.
Son drapeau fut remis par l'empereur Napoléon à Arago le 3 décembre 1804. 900 anciens élèves, tous officiers, sont tombés au cours des deux guerres au service de la France. Les maréchaux Niel et Bosquet, Foch, Joffre, Fayolle, Monoury, les savants Chasles, Poincaré, Arago, Gay-Lussac, les philosophes Auguste Comte, Renouvier sont d'anciens élèves de l'X, et M. Valéry Giscard d'Estaing est ancien élève de l'école polytechnique lui aussi. Le président se tiendra debout pendant tout le défilé. Il m'a dit, je tiens à rester debout, les troupes marchent à pied. C'est un hommage que je leur rends en restant debout dans ma tribune au lieu de m'asseoir. Le boulevard Beaumarchais. Et si l'on prenait un peu à gauche, c'est-à-dire à la droite de l'écran, on se trouverait devant l'admirable place des Vosges. Le drapeau s'est incliné pour saluer le chef de l'État. Derrière l'X, les écoles de Coët-Quidan, l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, après l'X donc, que nous voyons encore passer un instant, l'école militaire de Saint-Cyr, qui fut fondée par long calendrier révolutionnaire le 11 Floréal en 10 par Bonaparte, premier consul. Dans cette vénérable maison seront formés jusqu'en 1940 40 000 officiers qui fourniront au pays la plupart de ses chefs. Le premier bataillon de Saint-Cyr, le bataillon des anciens, a reçu le nom de promotion de Linares, en souvenir du général ancien des combats de la campagne d'Italie, de la campagne de France et d'Indochine, et le deuxième bataillon sera baptisé aux cérémonies du triomphe de Coët-Quidan le 21 juillet, dimanche prochain, du nom du maréchal de Turenne, dont on fête le tricentenaire et dont la rue prend exactement derrière ces maisons devant lesquelles passent maintenant les jeunes gens de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Ce n'est pas la seule école de Coët-Quidan, il y a aussi l'école militaire interarmes, qui est née officiellement en 1961 et qui recrute ses élèves officiers par la voie d'un concours ouvert aux sous-officiers ou officiers de réserve en activité de service. Les voici. Elle est en tenue bleue, képi bleu. Ses élèves ont choisi le nom de Brosset, du nom du général ancien commandant de la première division française libre. Elle voisine à Coët-Quidan, l'école militaire interarmes, avec son aîné, l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. La promotion Brosset de l'école militaire interarmes, passant devant le chef de l'État. Dans un instant, l'école navale.
après ceux de Coët-Quidam. Une dame, avec les membres du gouvernement, c'est Mme Simone Veil, ministre de la Santé. C'est l'école navale que fonda en 1830 Louis-Philippe, après avoir été jusqu'en 1914 installée sur un bâtiment ancré en rade de Brest. Elle est actuellement à Lanvéoc-Pulmic et c'est dans ce site que M. Mesmer, alors ministre des Armées, posa la première pierre de la nouvelle école, 260 mètres de façade sur la mer. L'école navale vise à donner à ses élèves un ensemble de connaissances de base maritime, aéronavale, technique. Les récents progrès de la science. Ah, les Mirage 4! L'horaire est respecté, c'était les Mirage 4. En formation double chevron, c'est bombardier supersonique AL Delta, équipé de biréacteurs. En service depuis 1964. Toujours l'école navale, je disais que les récents progrès de la science, la transformation constante et rapide des armes et des moyens, fait que l'officier de marine doit posséder les qualités de marin, d'administrateur, d'ingénieur et de diplomate. Toujours l'école navale, me signale un officier de marine qui s'est approché de l'écran car il ne peut plus traverser la place. Et vous voyez des jeunes femmes. Les jeunes femmes, nous y viendrons tout à l'heure, peuvent faire une carrière dans la marine. Après l'école militaire de la flotte, l'école de l'air, qui est destinée à former les futurs cadres supérieurs. Puis l'école de santé de Lyon et l'école du service de santé de Bordeaux. Les élèves officiers de réserve d'infanterie. Les élèves officiers de réserve d'infanterie, formés à Coët-Quidam, à côté des Saint-Cyriens et des élèves officiers de l'école militaire interarmes. Ils sont sélectionnés à partir de la préparation militaire supérieure ou dans des corps de troupes où ils accomplissent leurs obligations légales de service. Ils sortent de Coët-Quidam aspirants avant de prendre des commandements dans les régiments d'infanterie motorisée ou de défense opérationnelle du territoire. L'École nationale des sous-officiers d'actifs de Saint-Mexan, fondée en 1963 et dont l'enseignement comprend 3 volets. Culture générale qui prépare l'élève au rôle militaire et social du futur sous-officier. Instruction militaire qui, disent les textes officiels, développe le goût du risque, l'aptitude au commandement et apporte de solides connaissances tactiques et techniques. Et enfin l'entraînement physique par la pratique intensive du sport, des sports collectifs et de la natation. Les marches sont jouées sur un rythme agréable, mais un peu plus lentement que les années passées. La perspective du boulevard de Beaumarchais, qui va ensuite être remplacée, si je puis dire, sur la carte
par le boulevard des Filles du Calvaire et le boulevard du Temple. L'école d'enseignement technique de l'armée de terre, la ETAT, d'Issoire et de Tulle. Cette école qui s'inscrit dans le plan de modernisation de l'armée forme en 3 ans les sous-officiers techniciens indispensables à l'armée de terre. Ces jeunes sous-officiers assument ensuite les tâches techniques de leur spécialité dans les corps de troupes et les meilleurs d'entre eux peuvent devenir officiers. L'école des sous-officiers du service de santé de Chanteau-la-Foulonnerie, non loin d'Orléans. Mission, formation des sous-officiers de l'armée de terre, branche santé, dans les diverses spécialités paramédicales, de secrétariat et d'administration hospitalière, ainsi que des techniques des matériels sanitaires. Elle est chargée du maintien en condition et du stockage des matériels de l'élément médical militaire d'intervention rapide, et comme dans l'armée on aime parler par initiale assemblée, élément médical militaire d'intervention rapide s'appelle le MMIR, avec 2 M. Le centre d'instruction des spécialistes de l'aviation légère de l'armée de terre, le CISALAT, basé à Essey-les-Nancy, qui est chargé notamment de l'instruction de base des engagés pilotes et des appelés de toutes les formations de l'ALAC, c'est-à-dire l'aviation légère de l'armée de terre. Il forme également les sous-officiers spécialistes photographes, donc des confrères. Ce n'est pas la première fois que l'on défile place de la Bastille, bien au contraire. Célébrée sur les Champs-Élysées jusqu'à l'armistice de 40, tradition reprise en 46, la fête nationale du 14 juillet avait été marquée exceptionnellement en 45 par un défilé militaire Bastille-République. Voici l'école interarmée des sports de Fontainebleau qui a pour mission de former les moniteurs d'éducation physique des 3 armes et de la gendarmerie, d'entraîner et de perfectionner des cadres d'actifs et des appelés du contingent d'un haut niveau sportif. Installé au camp Gunmer, en forêt de Fontainebleau. 400 athlètes, 500 moniteurs. Le centre d'instruction navale de Saint-Mandrier et l'école des Mousses. Le centre de Saint-Mandrier près de Toulon a ouvert ses portes en 71, 1900 élèves, de l'officier au matelot, 70 cours différents. On peut être missilier, électricien d'armes, électronicien, détecteur ASM, transmetteur radio sans filiste. Les Mousses qui sont à Saint-Mandrier sont de futurs cadres de la marine. En 1945, j'y reviens, le général de Gaulle présidait le défilé sur la tribune installée en face de la colonne, un petit peu différemment d'ici, entouré des membres du gouvernement et du maire de Londres et du maire de Prague. Voici l'école de formation initiale du personnel navigant d'Olnat, chargé de la formation initiale militaire, morale et technique et de la sélection en fonction des aptitudes au pilotage d'avions militaires, les instructions en vol étant données sur Cap 10. Et l'école de formation initiale du personnel non navigant de Nîmes-Courbessac, créée il y a 4 ans, et qui assure la formation professionnelle complète dans diverses branches de spécialités psychotechniques et fusiliers de l'air. Je rappellerai aussi que le 11 novembre 68, voulant donner un caractère populaire aux cérémonies du 50e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 18, le
le général de Gaulle avait décidé que le traditionnel défilé des troupes aurait lieu du cours de Vincennes à la place de la République, en passant par le faubourg Saint-Antoine et la Bastille. Et voici sur vos écrans l'école technique de l'armée de l'air de Rochefort, qui forme et recycle sur les plans militaires, moral et professionnel tous les personnels appartenant au corps du personnel non navigant spécialiste. Voici les Jaguars qui passent dans le ciel. Les Jaguars qui étaient en formation en canard. Le Jaguar est une réalisation franco-britannique construit par Breguet et British Aircraft Corporation, avec un armement qui est composé principalement d'engins anti-radar, de missiles RR, d'armement conventionnel et de poules de reconnaissance. Après quoi, nous revenons sur Terre pour retrouver l'école technique de l'armée de l'air de Rochefort. Et l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air de Saintes. Saintes suit toujours Rochefort dans les défilés. La voilà. Mission, recruter des techniciens de l'armée de l'air et donner aux élèves une formation générale, technique, militaire, physique et morale. Vous voyez, le mot moral, le mot technique reviennent très souvent, qui prépare donc ces jeunes gens à leur rôle de sous-officiers, brevetés mécaniciens ou télémécaniciens. Ils sont sans armes. Pourquoi? Vous posez-vous la question? Eh bien, ma foi, réponse est simple. Parce qu'ils ont entre 16 et 18 ans. Le drapeau de la garde républicaine de Paris, qui porte, je vous l'ai dit tout à l'heure, au moment où passaient les cavaliers, les noms des batailles de Danzig, de Friedland, d'Alcolea, de Burgos et l'Indochine. Deux compagnies maintenant de la garde républicaine. Je vous ai rappelé tout à l'heure, au début, qu'ils descendent du guerre royale organisé par Saint-Louis et que les gardes républicains de Paris sont issus des écoles préparatoires de gendarmerie. Ils sont spécialement chargés du service de surveillance de la capitale, assistent à nombre de manifestations de nerfs et sont, il faut le dire, le régiment favori des Parisiens. Le drapeau de la gendarmerie mobile, me semble-t-il. C'est exact, c'est le drapeau de la gendarmerie mobile. Et deux escadrons de gendarmerie mobile. La gendarmerie mobile fait partie des réserves générales placées en tout temps à la disposition des pouvoirs publics. Elle a été créée en juillet 1921, c'est-à-dire qu'elle a à peine dépassé le demi-siècle. Voilà qui explique son air martial. Les escadrons sont répartis sur tout le territoire national. Le président toujours debout. Plus de chaleur, plus d'allégresse, plus de simplicité.
sortant de l'écran, mais nous allons la rattraper, bien sûr, la compagnie de gendarmes auxiliaires du contingent. Depuis avril 71, la gendarmerie nationale accueille des appelés du contingent qui sont volontaires pour servir dans ses rangs. Maintenant, cela va être l'armée de terre. Autrement dit, vous voyez que nos caméras sont disposées en deux endroits, devant la tribune et un petit peu avant. Maintenant que les gendarmes sont passés, nous voyons le premier groupe de chasseurs mécanisés. Chemin des Dames en 1917, en 40, la Belgique, Dunkerque, en 45, libération de Colmar, puis Saint-Nazaire, en 62, l'Algérie. Actuellement stationné à Reims, 10e brigade mécanisée des forces de manœuvre. Il est doté de matériel AMX-13, mais on ne voit pas de véhicules cette année et, en fait, sauf les véhicules du service d'ordre et de commande-car dans lequel est arrivé tout à l'heure M. Giscard d'Estaing, il n'y en a pas. Toujours le premier groupe de chasseurs mécanisés. Le fanion du premier, qui symbolise l'unique drapeau des chasseurs et que vous venez de voir, porte la fourragère aux couleurs de la médaille militaire, la croix de guerre 14-18 et les médailles commémoratives de 1870-71. C'est toujours le premier groupe de chasseurs mécanisés qui défile. Le 13e bataillon de chasseurs alpins, qui s'est distingué durant la Deuxième Guerre mondiale en Norvège et dans la Somme principalement. C'est le 13e BCA qui vient de se voir confier pour un an la garde de l'unique drapeau de toutes les unités de chasseurs. Pour l'ensemble des unités de chasseurs, un seul drapeau. Quant au bataillon, il compte 850 hommes et 120 véhicules. Ce drapeau dont je parlais, le voici. Il dispose, ce bataillon, d'un matériel technique qui lui permet de se déplacer, stationner et vivre en haute montagne en toute saison, quelles que soient les conditions atmosphériques. Et les personnels sont issus pourtant de toutes les régions de France, encore qu'il y ait une majorité de 75% pour la région Rhône-Alpes. Quand le sac va, tout va. D'ailleurs, je vous l'annonce, messieurs, le boulevard Beaumarchais monte un tout petit peu. Toujours le 13e bataillon de chasseurs alpins, tenue blanche et les skis. Le blanc pour se camoufler en cas de besoin, blanc sur blanc. Que vous soyez devant un poste noir et blanc ou devant un poste de couleur, blanc sur blanc, vous voyez ce que cela donne sur la neige. On ne les voit pas et pourtant ils sont là. Et un peu là. Le 5e régiment d'infanterie. Héritier. Héritier est un mot que l'on prononce souvent dans l'armée. Héritier des bandes de Guyenne, devenu en 1569, le régiment 1589, je crois. Peu importe, à peu près à ce moment-là, régiment des gardes du roi de Navarre, et qui est l'un des plus anciens de notre armée. Le roi de Navarre, le roi de France et de Navarre, Henri IV, et l'on remonte, on arrive par le boulevard Henri IV. Il a participé à toutes les campagnes, ce régiment, sous la royauté, pendant la Révolution, sous l'Empire et la Restauration. En 1939, il y a 40 ans, bientôt, il est en Lorraine. Il combat dans les Vosges en 1944 devant La Rochelle et Royan.
Les foulards sont aux couleurs des armes. Pour l'infanterie, le jaune, pour les troupes de la marine, le bleu marine, et pour l'arme blindée et la cavalerie, bleu clair. Jaune, donc infanterie. Je me permets de répéter les couleurs des foulards pour ceux de nos téléspectateurs qui sont d'un poste en noir et blanc. Les artilleurs auront leur foulard plus tard. Il est temps. Il est rouge. Toujours les foulards jaunes, toujours l'infanterie. Pour les artilleurs, je l'ai dit, nous verrons leur foulard plus tard. Le 23e régiment d'infanterie de marine, la Marne, durant la Première Guerre, le chemin des Dames. En 40, il a combattu jusqu'au bout en Argonne. Il a contre-attaqué sur la célèbre côte 304 près de Verdun. Le drapeau que vous voyez sera sauvé et rejoindra le régiment en 1945. Après 1945, Indochine, l'expédition de Suez, la Mauritanie, l'Algérie. Depuis une dizaine d'années, le 23e RIMA est au camp de Maisons-Laffitte, affecté à la défense opérationnelle du territoire au sein de la 12e division militaire. Et j'aime beaucoup cette devise. Fier et fort, grogne et mort. Quand on vous reprochera, messieurs, d'être un peu en colère, vous répéterez la devise de ce 23e régiment d'infanterie de marine. Je vous la répète, fier et fort, grogne et mort. Et la musique qui joue, la musique principale des troupes de marine, est rattachée à ce 23e RIMA. Le régiment de marche du Tchad suit le 23e régiment d'infanterie de marine. Et tandis que ceux-ci terminent leur passage, je voudrais dire un mot tout de même du régiment de marche du Tchad. Lorsqu'en 40, le Tchad répondit à l'appel du 18 juin 40 de Londres, le régiment des tirailleurs sénégalais du Tchad sera unanime dans sa volonté de continuer le combat. Le commandement en sera confié à un lieutenant-colonel de cavalerie arrivant à Londres, Leclerc, le futur maréchal Leclerc de Haute-Cloque, qui lance son régiment contre les Italiens de Fezzan, et c'est Matra Moursouk et Koufra. Les Tchadiens, avec les Dios, Massu et d'autres, jurent de ne s'arrêter. C'est la célèbre phrase, je la répète telle qu'elle a été prononcée, que le jour où le drapeau français flottera sur Metz et Strasbourg. Le régiment fer de lance de la colonne Leclerc fait sa jonction avec Montgomery à Tripoli, puis il participe à la campagne de Tunisie. Un officier de ce régiment, après la libération d'Alençon par ces Tchadiens, un officier de ce régiment, le capitaine Dronne, arrive le premier à l'hôtel de ville le 24 août 1944. Ce régiment de marche du Tchad pénètre avec les chars de tête dans Strasbourg. Il est maintenant en garnison à Montlhéry, dans la banlieue sud de Paris. Je n'aime pas prononcer de grands mots, de mots sonores, de mots ronflants. L'image se suffit à elle-même. Mais si l'adjectif glorieux peut s'appliquer à une unité, c'est bien celle-ci. Parce qu'en 40, il fallait y croire et se battre à ce moment-là en Afrique.
tenir le serment de Kouffra, faire flotter les couleurs françaises sur Metz et sur Strasbourg, eh bien, c'était un pari difficile et qui a tout de même été tenu dans les conditions que l'histoire a retenues et que vous savez. Le premier régiment d'artillerie de marine, qui fut créé par Richelieu en 1622. Merci, monsieur le cardinal. Le premier régiment d'artillerie de marine est actuellement en garnison à Melun, préfecture de Seine-et-Marne, 77. Les matériels, c'est-à-dire un canon de 155 automouvants, sont servis par des engagés et des appelés provenant des régions parisiennes, orléanaises, rennaises, poitevines, nancéennes et des départements d'outre-mer. Passant là devant les deux maréchals, beaucoup de monde, beaucoup de monde. Bon nombre de ces gens qui regardent étaient trop jeunes lorsque, pour la première fois, le défilé a eu lieu ici à la Bastille. Je vous rappelle que c'est en 1945, aussitôt après la libération du territoire. Le 9e régiment de hussards. Il prit le numéro 9 dans l'ordre de bataille des hussards par décret de la Convention en 1793. À l'époque, il était vêtu du dolman écarlate, qui lui valut le nom de hussard rouge, et il combattra dans toutes les batailles de la Révolution et de l'Empire. Aujourd'hui, il est en garnison à Provins, une fort jolie cité médiévale située à 90 km au sud-est de Paris. C'est un régiment de reconnaissance du 1er corps d'armée, équipé des BR, engins blindés de reconnaissance. Mais les engins, je le répète encore, ne défilent pas aujourd'hui. Le 120e régiment du train. Qui fut créé en 1973 par simple changement d'appellation du GIT. Nous ne nous embarquons pas dans les initiales qu'aime l'armée. En tous les cas, le CIT comprenait un état-major, une compagnie de commandement, 2 groupes d'instruction, un groupement d'instruction des recrues, un groupement d'instruction technique. Le 1er avril 1969, il s'installe à Fontainebleau dans les quartiers des Héronnières et de la Rivoisière, ancien quartier de l'école d'application d'artillerie, jusqu'à la guerre de 39-45. Jadis, les régiments du train étaient souvent stationnés dans l'Est et avaient pour mission de transporter en toutes circonstances, avec promptitude et précision, disait le règlement, toutes les unités du corps de bataille sur leur position de combat. Ils se caractérisaient aussi avec des physionomies différentes par l'exécution de fréquentes manœuvres, une instruction poussée des personnels et le culte du matériel automobile, un culte qu'en un demi-siècle, ils ont communiqué à toute la France ou à peu près. Foulard blanc.
le 58e régiment de commandement et de transmission, qui est essentiellement chargé d'assurer les liaisons téléphoniques et télégraphiques entre les postes de commandement de la 8e division et ceux du 1er corps d'armée. En garnison à Compiègne, où Jeanne d'Arc fut faite prisonnière et où naquit le capitaine Guynemer, le 58e est implanté au camp de Royal-Lieu, où séjournèrent de juin 41 à août 44, avant d'être dirigés vers les camps de la mort du nazisme, plus de 50 000 déportés. Il dispose de près de 900 hommes et de plus de 300 véhicules, équipés des moyens de transmission les plus modernes, câbles hertziens et radios notamment. Les foulards bleu clair entre les arbres tout verts. Le 5e régiment du génie, qui fut commandé en 1889 par le colonel Joffre, devenu depuis maréchal de France. Il est implanté à Versailles. En plus de sa mission d'instruction, il poursuit des travaux de chemin de fer en métropole, sur le réseau militaire de la SNCF, par exemple, le démontage du pont de Sospel et la pose de travées. Foulard noir. Régiment spécialisé chargé de missions ministérielles, le 5e du génie est aussi un régiment parisien et à ce titre il est souvent sollicité, par exemple pour la construction de passerelles, de tribunes, de terrassement du monument du Mont Valérien ou pour le dégagement, assez récemment, de la colonnade du Palais du Louvre. Il met en œuvre des matériels très divers, wagons et locotracteurs, engins de chantier, de camouflage, d'incendie, de manutention, de purification des eaux même. Vous voyez, c'est de la haute technique. Disons d'un mot qu'il est à la fois sapeur et cheminot. Le 1er régiment de chasseurs parachutistes arrivant par le boulevard Henri IV, créé en 1943 à partir de la compagnie de l'air numéro 1. Le 1er chasseur parachutiste a pris part à maintes campagnes, Italie, campagne de France, Indochine, Alsace durant l'hiver 44-45. Il a toujours été engagé dans les opérations les plus difficiles. Il est parti en opérations extérieures. En 61, après 16 ans d'absence, il a rejoint la métropole. Il est aujourd'hui basé à Pau et appartient à la 2e brigade parachutiste dont le PC est à Tarbes. Et alors ces hommes portent sur leurs épaulettes le charognard de l'armée de l'air. Le foulard est jaune, infanterie. Vous voyez l'idée qui a présidé au choix des régiments qui défilent devant le président de la République, devant la foule à Paris et devant vous-même, mesdames et messieurs, téléspectateurs et téléspectatrices. Représenter le plus grand nombre possible de villes de garnison. Faire participer pleinement la province à ce qui se passe à Paris.
En province, la nouveauté aujourd'hui est essentiellement la suppression de tous les engins motorisés et avions dans les défilés militaires. L'initiative est la conséquence des mesures d'économie de carburant décidées par les pouvoirs publics. Le 8e régiment de parachutistes d'infanterie de marine. 24 années d'existence, 14 années de campagne. Ils sont tous des engagés volontaires, venus de France, venus de l'Hexagone, veux-je dire, et des départements d'outre-mer. C'est un régiment de grands nomades. Sa vocation est l'intervention extérieure et la disponibilité des gens de métier qui le composent le rend apte à s'envoler pour où que ce soit dans des délais très brefs. Les parades du 8e promènent leur béret rouge ou la casquette verte de leur tenue de combat, ça dépend sous toutes les latitudes. Professionnels et techniciens, ils sont en contact avec leurs homologues des pays voisins. Les hommes du détachement qui défilent sous vos yeux arborent à côté du brevet français le brevet de parachutiste allemand. Français intéressés soit par leur réinsertion dans la vie civile à l'issue de leur contrat, soit par leur promotion militaire, ils consacrent une part de leur temps à perfectionner leur instruction générale et à acquérir une formation professionnelle. Et là, je citerai le mot du maréchal Lyautey: le militaire qui n'est que militaire est un mauvais militaire. Détachement de la préparation militaire parachutiste de la 1e région militaire. J'ai dit de la préparation militaire. Ce ne sont pas encore des militaires. Par conséquent, ils sont sans armes. L'instruction au sol et en vol est dispensée soit sous forme de période bloquée de 12 jours, 8 d'instruction au sol et 4 d'instruction en vol, soit sous forme d'instruction échelonnée pendant les week-ends. Après avoir effectué 4 sauts, le jeune homme reçoit le brevet parachutiste prémilitaire. Pas d'armes, ils ne sont pas militaires, ils portent une tenue, ils font leur préparation militaire. Foulard rouge. La brigade des sapeurs-pompiers de Paris, créée par Napoléon Ier en 1811, le corps des sapeurs-pompiers depuis 7 ans érigé en brigade. Mission principale, assurer en toutes circonstances la protection et la sécurité des personnes et des biens contre l'incendie et les périls ou accidents de toute nature. Sa compétence territoriale, je parle de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris qui défile devant vous. Sa compétence s'étend sur Paris, la Seine-Saint-Denis, les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne. Elle couvre donc une superficie de 760 km². Soyons alertes, soyons chaleureux, mais restons précis. C'est-à-dire une zone de 6 500 000, sinon 7 millions d'habitants. Et pour l'année dernière, son bilan opérationnel se traduit par plus de 80 000 interventions, dont plus de 5 000 asphyxies et plus de 12 000 incendies. Je voudrais vous dire que 202 sapeurs-pompiers, officiers ou sous-officiers, ont été blessés au cours de ces interventions en 1973. Ils viennent vous sauver, ils viennent vous aider, ils vous sortent du feu, mais ils en pâtissent eux-mêmes. Ils défilent cette année à pied sans leur véhicule. Leurs véhicules sont en général fort impressionnants. Je ne sais pas s'ils auront leur véhicule l'année prochaine, mais c'est la première fois que je les vois défiler ainsi à pied. Les fusiliers marins et commandos de la marine. Les 6 commandos qui donnèrent naissance aux 6 compagnies du groupement de fusiliers marins commandos ont repris il y a 2 ans leurs appellations traditionnelles de commando Jaubert, Trépel, François, de Penfentegno, de Montfort et Hubert. Unité parachutiste à vocation essentiellement maritime, le Groupe Fumaco, comme l'on dit, en groupant des initiales,
peut recevoir des missions extrêmement variées. Les fusiliers marins peuvent intervenir par air, héliportage ou parachutage, raids amphibies de surface aux sous-marins, et ils sont tous formés à l'école des fusiliers de Lorient. Leurs aînés ont combattu à Dixmude durant la Première Guerre mondiale, et cette année 1974, outre qu'elle marque le 30e anniversaire du débarquement du commando Kieffer à Ouistreham le 6 juin 1944, nous vous en avons parlé longuement il y a un mois. Eh bien, cette année 74 marque le 60e anniversaire de la bataille de Dixmude en Belgique, à laquelle participèrent les fusiliers marins commandos. Les hommes du Clémenceau, R-98, le porte-avions de combat léger, le premier porte-avions français conçu dans nos arsenaux depuis le porte-avions Béarn, qui avait été mis en service en 1928. Mis sur cale en 1955, le Clémenceau est entré en service en 1961. Ces hangars peuvent loger 40 avions. Les hommes de l'escorteur d'escadre La Bourdonnais, admis au service actif en 1958. Et cet escorteur fait partie d'une série de bâtiments conçus pour la lutte anti-aérienne et anti-sous-marine. Les escorteurs de ce type sont aménagés pour la détection et la conduite de missions aériennes. Toujours ceux de l'escorteur La Bourdonnais. Les hommes du sous-marin nucléaire lanceur d'engins, le Redoutable, d'une série qui comporte 5 unités. Le Terrible et le Foudroyant sont également opérationnels. L'Indomptable et le Tonnant le seront en 77 et 79. Les hommes maintenant du sous-marin Espadon, sous-marin océanique, conçu pour la navigation sous-marine de longue durée, construit au Havre et entré en service en 1960. L'armée de l'air maintenant. Un groupe de 3 compagnies, précédé du drapeau de la 10e escadre de chasse, équipée de Mirage 3C et de Super Mystère B2. Ici, ces 3 compagnies sont les hommes de la base aérienne 110 de Creil, de la 103 à Cambrai et de la 104 du Bourget, qui assurent à présent des missions d'instruction, de sélection et d'accueil. Et c'est au Bourget que les futurs pilotes ont leur premier contact avec l'armée de l'air. La base de Creil porte le nom du colonel Fano de la Horie, mort pour la France. La base de Cambrai, le nom de René Mouchotte, disparu au-dessus de la Belgique en 1943. Et le Bourget s'appelle le Bourget. N'a pas, que je sache tout au moins, de nom spécial évoquant un des officiers qu'il commandait. Deuxième groupe de 3 compagnies avec le drapeau de la 64e escadre de transport, la base aérienne d'Évreux, la base aérienne de Villacoublay, la base aérienne de Saint-Cyr. Disons de la base aérienne 107 de Villacoublay que son nom est étroitement associé au début de l'histoire de l'aviation dans le monde. À présent, Villacoublay est le lieu de stationnement des Mystère 20 du GLAM et des Morane-Saulnier Paris et Nord 262 du Gaël. On marque le pas.
La raison doit en être toute simple. La vitesse à laquelle s'écoulent les corps de troupes précédents a été ralentie par un événement qui a dû se passer plus loin, à la jonction des boulevards Beaumarchais et puis du Calvaire, et qu'on ne peut pas voir d'ici. Le premier groupement de missiles stratégiques, premier GMS. L'escadron des fusiliers commando et d'intervention de Nîmes, unité aéroportée. C'est une école de spécialisation. Mais c'est aussi une unité d'intervention et enfin les sections cynophiles. Les futurs chiens militaires sont recrutés dans le secteur civil, fermes, amateurs, membres de clubs de chiens de défense, dresseurs et éleveurs professionnels. Ils sont achetés entre 14 et 18 mois à la suite d'une série de tests et selon des critères d'ordre morphologique, zootechnique, physiologique. Les chiens de race berger allemand entrent pour plus de 90% dans ces effectifs, mais on y rencontre également des bergers de Beauce, des bouviers des Flandres, des bergers belges ou des Dobermans, qui sont soumis aux différentes épreuves d'agressivité, de défense, d'accoutumance au coup de feu. Les trois armées comportent environ 2500 équipes cynophiles. Le personnel féminin, l'école interarmée des personnels militaires féminins de Caen, créée l'an dernier. Avant Caen, seule l'armée de terre possédait une école à Dieppe qui a fermé ses portes il y a une dizaine de jours. Elle est implantée, cette école, au quartier Koenig, à 8 km de Caen, et elle a pour mission d'assurer la formation de base des jeunes filles des trois armées, officiers ou sous-officiers. Rappelons qu'il y a 3 dames au gouvernement actuel. Le personnel féminin de l'armée de terre, le personnel féminin de la marine, le personnel militaire féminin de l'armée de l'air, elles défilent toutes et elles pensent à leur avancement. Par exemple, dans l'armée de l'air, le personnel d'active est composé d'officiers et de sous-officiers dont la hiérarchie comporte des grades de la hiérarchie militaire générale jusqu'au premier grade d'officier général inclus. Vous voyez, elles peuvent devenir général de brigade. Celles-ci sont de la marine. En faisant du personnel féminin de la marine des officiers et officiers mariniers, donc des sous-officiers à part entière, on a voulu établir une égalité de droit aussi étroite que possible entre les hommes et les femmes. Voici les sous-officiers féminins de l'armée de l'air. Le personnel navigant assure les fonctions de convoyeuse de l'air à bord des avions de transport militaire. Et de nouvelles spécialités sont offertes à leur activité. C'est ainsi que l'armée de l'air comptera bientôt parmi ses effectifs des contrôleurs de la sécurité aérienne et des contrôleurs de la circulation aérienne militaire féminin. Et la Légion. La Légion est représentée aujourd'hui vraiment pleinement. Jamais, je crois, tout au moins jamais depuis une quinzaine d'années, elle n'aura été aussi bien représentée. D'abord les pionniers.
Les pionniers ouvrent la marche, ils doivent ce privilège de précéder la musique à une ordonnance de 1759. La barbe, le tablier de cuir et la hache sur l'épaule, tout en rappelant, comment puis-je dire, le faste des armées impériales, évoque le bâtisseur que fut toujours le légionnaire. Le pas lent des légionnaires. Et puis la musique principale de la Légion étrangère, 100 exécutants, divisés en batterie et harmonie. 10 des 20 clairons de la batterie portent 2, voire 3 instruments. Ils jouent avec le même brio aussi bien du corps que de la trompette de cavalerie. Le boudin, la célèbre marche des Guébis blancs. Le chapeau chinois, cet instrument à percussion que vous voyez arriver avec 2 nattes, en somme, c'est des queues de cheval. Voici le chapeau chinois. Et ces queues de cheval qui l'ornent rappellent une vieille coutume de l'islam. On exposait devant la tente du chef la queue du cheval tué sous lui. Monsieur Giscard d'Estaing, toujours debout. C'est sa manière de saluer les troupes qui défilent devant lui, puisqu'elles défilent à pied. Le 1er régiment étranger, doyen des régiments de la Légion étrangère, il recrute, il sélectionne, il instruit, il gère les personnels de l'ensemble de la Légion. Il n'en constitue pas moins un groupement opérationnel immédiatement disponible. Et vous entendez toujours instruire, technique. J'ai prononcé plusieurs fois le nom de qualité morale. On n'insiste plus maintenant tellement qu'avant, autant qu'avant, sur ce que l'on appelait entre guillemets le passé de gloire, etc., etc. Le langage militaire, le langage des documents militaires change, il devient plus humain, plus concret, plus quotidien, plus chaleureux. Il s'adresse davantage au cœur qu'à la mémoire de l'histoire. Après le 1er étranger, le 1er régiment étranger de cavalerie d'Orange, le 2e étranger d'infanterie, libérateur de l'Italie, le 2e régiment étranger de parachutistes dans un instant qui est de Calvi. Et qui fut largué sur le camp retranché de Dien Bien Phu. C'est ainsi que se termine ce défilé. Le président de la République, après y avoir assisté, salue les personnalités présentes et tout souriant, saluant le général ou étant salué, selon le protocole, par le général qui présentait le défilé, le président de la République va rentrer à l'Élysée. Vous savez que le 14 juillet, ce n'est pas seulement ce défilé militaire. Le président souhaite également que les fêtes donnent lieu à des réjouissances populaires. Le président est ici avec M. Anglès, chef du protocole, toujours présent dans les grandes cérémonies. 5 grands feux d'artifice seront tirés à 22h15, notamment devant le palais de Chaillot et de la butte Montmartre.
La ville de Paris organise des grands bals publics aux Tuileries et place Léon Blum. Et elle a décidé en outre de subventionner toutes les initiatives privées sur la place publique. On danse donc non seulement dans les 16 casernes de sapeurs-pompiers, mais également sur les petites places devant les fontaines publiques, éclairées jusqu'à 1h30 du matin. Défilé populaire, nous l'avons vu, dans un instant une réception décontractée à l'Élysée, pavoisement, bal public, feux d'artifice, illumination. Tout a été prévu pour que les fêtes de ce 14 juillet se déroulent dans une atmosphère chaleureuse. Le 14 juillet, ce n'est pas seulement Paris, c'est toute la France. Dans toutes les grandes villes, défilés, concerts. À Château-Chinon, M. Mitterrand a convoqué tous ceux de ses sympathisants qui pourraient venir en une grande fête populaire. Et c'est donc là-dessus que se termine, comme nous l'avons commencé, notre émission du 14 juillet, du défilé du 14 juillet, tandis qu'à 52 mètres de hauteur, là-bas, le génie de la Bastille, le génie de la liberté, dressé sur cette colonne de juillet, nous contemple en ce jour de fête nationale, en ce jour de liberté, la liberté de penser, la liberté de dire, la liberté d'écrire, la liberté d'affirmer nos convictions politiques, sociales, religieuses, celles que nous voulons, des gens libres dans un pays libre. C'était sur ce fond de ciel bleu et gris de Paris un reportage de Gérard Herzog avec les commentaires de Léon Zitrone. Nous saluons les téléspectateurs de la première chaîne et ceux de la deuxième chaîne puisque nous étions ensemble aujourd'hui et je m'en réjouis. Ici la place de la Bastille, la fin du défilé du 14 juillet. À vous, Cognac G.